Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, la mission s'annonce plutôt singulière. Ouais, très différente de d'habitude. Exactement. C'est un contraste vraiment saisissant avec nos formats habituels. Généralement, on analyse des articles de fond, des études sociologiques denses ou des ouvrages hyper volumineux. Des textes qui prennent des heures à décortiquer, en fait. Voilà. Mais le matériel de base de cette session se distingue par, disons, une concision poussée à l'extrême. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de chapitre. Il s'agit d'une source extraite d'un document très sobrement intitulé « Texte collé ». Et le contenu à analyser tient, dans sa version originale, en exactement 6 mots. 6 mots en tout et pour tout. Je cite French words you are saying wrong », ce qui se traduit par « les mots français que l'on prononce mal ». Et c'est tout. Et c'est tout. Pas de contexte supplémentaire, pas de liste d'exemples fournis dans l'extrait, simplement cette injonction directe. Bon, décortiquons tout cela. Car derrière cette apparente simplicité, derrière cette petite poignée de mots, se dissimule une architecture très complexe. Une vraie mine d'or analytique, ouais. Absolument. Des réflexions sur la dynamique des échanges culturels et la psychologie du langage. Le défi analytique réside précisément dans ce minimalisme. Face à une source aussi condensée, presque aphoristique en fait, l'esprit est forcé de ralentir. On ne peut pas juste survoler. Exactement. On doit isoler chaque terme, scruter la mécanique interne de la phrase au lieu de se laisser porter par un flot d'informations. L'objectif n'est pas de spéculer sur le vocabulaire qui pourrait suivre une telle affirmation. On ne va pas faire de liste de vocabulaire aujourd'hui. Non, pas du tout. Ni s'engager dans un débat grammatical abstrait. L'enjeu, c'est de comprendre ce qu'une déclaration aussi frontale révèle sur notre perception de l'autorité linguistique. Ce que ça dit de nous, au fond. C'est une opportunité d'observer comment une simple combinaison de mots peut déclencher des mécanismes psychologiques très profonds et aussi refléter des tensions sociologiques liées à l'identité, à l'appartenance. Le premier élément qui frappe inévitablement l'esprit quand on lit cet extrait, c'est l'absence totale de nuances. Le ton employé est implacable. Il n'y a aucune place pour le doute. Aucune. La formulation ne propose pas une petite amélioration facultative. Le texte ne s'intitule pas « Quelques astuces pour affiner sa prononciation » ou « Les subtilités de la phonétique étrangère ». Ce serait trop doux. Beaucoup trop doux. La source assène un verdict catégorique. « You are saying wrong ». On les prononce mal. Et une dimension indéniablement accusatrice là-dedans. Une attaque directe. C'est ça. Une façon de pointer une défaillance qui place instantanément quiconque lit cette phrase dans une posture de vulnérabilité. Ce qui est fascinant ici, c'est la redoutable efficacité de ce choix rhétorique. Sur le plan purement cognitif, lire une accusation directe, surtout au présent continu, ça agit comme un déclencheur immédiat d'insécurité linguistique. On se sent visé tout de suite. Totalement. La phrase ne dit pas qu'une erreur a été commise dans le passé. Elle affirme qu'une erreur est en train d'être commise activement, chroniquement, tous les jours. Donc le lecteur est placé d'office dans la position d'un individu pris en faute. Souvent à son insu en plus. L'auteur de cette phrase s'arroge instantanément une posture de supériorité épistémique. Il se place au-dessus. Voilà, il détient le savoir, il identifie la norme et il notifie à l'autre sa déviance par rapport à cette norme. Cette dynamique, elle crée une asymétrie immédiate. C'est une rupture abrupte du contrat de communication habituel où, normalement, l'accent est mis sur la compréhension mutuelle. On est censé collaborer quand on communique. Exactement. Et là, interpeller quelqu'un sur la forme de son discours plutôt que sur le fond, c'est exercer une forme de pouvoir. La source exploite le fait que personne n'aime l'idée de déambuler socialement avec une tache invisible sur ses vêtements. C'est une excellente métaphore. La tache de sauce qu'on ne voit pas, mais que tout le monde remarque. C'est exactement ce sentiment. La formulation appuie sur le bouton de la peur du déclassement social. Parce que la maîtrise du langage, c'est intimement lié à la perception de l'éducation et du statut. Cette asymétrie dont on parle, c'est le carburant brut de l'économie de l'attention contemporaine. Le fameux clickbait. Oui, mais un clickbait psychologique. Une phrase qui provoque un léger choc cognitif, une remise en question instantanée, ça capte l'esprit bien plus efficacement qu'une invitation polie à l'apprentissage. La provocation crée une faille. Une faille qu'on veut refermer. En déclarant l'erreur de manière péremptoire, la source génère un besoin irrépressible de combler cette lacune, de résoudre la dissonance. L'individu va absolument savoir quelle est cette faute qu'il commet tous les jours. Pour pouvoir la corriger au plus vite. Pour restaurer son intégrité sociale, oui. C'est une manipulation très subtile de notre désir universel de conformité et de notre terreur du faux pas en public. Et le mécanisme est d'autant plus puissant qu'il s'exerce ici à l'aveugle, sans même nécessiter la moindre preuve immédiate ou le moindre exemple dans l'extrait qu'on analyse.
Le simple doute suffit. La simple évocation d'une potentielle défaillance suffit à instaurer le malaise. Mais au-delà de ce verdict d'échec phonétique, il y a un autre aspect de l'extrait qui demande à être exploré en profondeur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vois où on va. La source cible une catégorie très spécifique, French words, les mots français. Pourquoi cette focalisation précise? Qu'est-ce que l'existence même de cette catégorie révèle sur la circulation des mots entre les frontières? Si l'on relie cela au contexte global des dynamiques linguistiques, l'existence d'une telle catégorie est la preuve indéniable d'un phénomène massif d'emprunt. De perméabilité des langues. Tout à fait. Pour qu'il y ait une nécessité d'édicter des règles sur la prononciation de mots français par des locuteurs non francophones, il faut d'abord que ces mots aient infiltré massivement une autre langue. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de règles à imposer? La source met en lumière, peut-être involontairement d'ailleurs, le rayonnement et l'exportation d'une culture. Les mots ne voyagent jamais par hasard. Ils se déplacent parce qu'ils transportent avec eux des concepts, des innovations, Ou un certain capital symbolique. un prestige qu'une autre culture souhaite s'approprier, oui. Le paradoxe est captivant quand on y pense. Une phrase qui se présente comme une critique très sévère d'une mauvaise utilisation est en réalité le symptôme d'un succès culturel fulgurant. C'est la rançon de la Véloire linguistique. Si ces termes ne faisaient pas partie intégrante du quotidien d'autres populations, s'ils n'étaient pas perçus comme utiles, ils sombreraient simplement dans l'oubli. Personne ne ferait de document là-dessus. Exactement. Personne ne prendrait la peine de rédiger ou de lire une injonction sur leur sonorité. L'accusation de la faute confirme leur omniprésence. Mais alors, pourquoi se donner tant de mal à emprunter un mot si c'est pour se heurter ensuite à la difficulté de l'énoncer selon ses règles d'origine? La réponse réside vraiment dans cette notion de prestige sociologique. L'emprunt lexical n'est que rarement une nécessité strictement fonctionnelle. On a souvent déjà un mot pour ça. Donc c'est pour l'image. C'est très souvent une demande d'acquisition de capital culturel. Intégrer un mot étranger, particulièrement issu d'une langue historiquement associée à des domaines de prestige intellectuel ou diplomatique, c'est s'approprier une parcelle de l'imaginaire qui est attachée. On veut capter l'aura du mot. Cependant, ce désir d'intégration conceptuelle se heurte au mur implacable de la réalité physique. Chaque idiome possède son propre inventaire phonétique. C'est une gymnastique articulatoire spécifique qui est forgée dès la petite enfance. Les muscles de la bouche ne sont pas habitués. L'appareil phonatoire d'un locuteur est littéralement conditionné pour produire et combiner certains sons et en rejeter d'autres de manière quasi réflexe. Ce qui implique que l'adoption d'un mot étranger crée une tension inévitable entre l'intention et l'exécution. L'esprit veut s'approprier le concept prestigieux, mais la mécanique corporelle, la langue, le palais, résistent à des sonorités pour lesquelles elles n'ont tout simplement pas été entraînées. C'est une vraie friction physiologique. C'est le corps qui dit non à l'esprit d'une certaine manière. Précisément. Pensons au phénomène de l'assimilation phonétique en termes d'architecture, par exemple. C'est comme vouloir insérer une porte sculptée, issue d'un style architectural radicalement différent, dans l'encadrement très strict d'une maison moderne. Ça ne rentre pas. Pour que la porte entre, il faut nécessairement en raboter les bords, en modifier légèrement les charnières. La porte perd une partie de ses dimensions originelles, certes, mais elle devient pleinement fonctionnelle dans son nouvel environnement. Elle sert de porte, au moins? En linguistique, c'est pareil. L'emprunteur va naturellement adapter le mot étranger aux contraintes de sa propre langue. Il va substituer un son inconnu par le son le plus proche qui est disponible dans son répertoire. Donc c'est de l'adaptation, pas de la destruction. Ce que l'auteur de notre source sanctionne sous le terme catégorique de wrong, de faute, n'est en réalité que ce processus naturel d'adaptation articulatoire. La question glisse alors inévitablement vers la validité même de cette sanction. L'extrait postule l'existence d'une frontière très nette entre la prononciation correcte et de l'incorrection totale. Alors qu'est-ce que tout cela signifie fondamentalement pour notre perception des règles du langage? C'est le cœur du problème. Qu'est-ce qui donne à une source le droit de déclarer qu'une adaptation fonctionnelle, dont les gens se servent, est une erreur? Cela soulève une question importante sur la philosophie même du langage. Ça oppose deux visions qui sont finalement irréconciliables, le prescriptivisme et le descriptivisme. Les deux grandes écoles. La phrase analysée est l'incarnation parfaite de l'approche prescriptive. Elle envisage la langue comme un code pénal, un ensemble de lois immuables où l'origine dicte l'usage éternel. Une loi gravée dans le marbre. Pour le prescriptiviste, l'identité d'un mot est figée. Si ses sonorités sont modifiées lors de son passage dans une autre langue, le mot est considéré comme corrompu. Le jugement est purement binaire, soit on reproduit parfaitement le son d'origine, soit on a tort.
Cette rigidité, elle semble entrer en collision directe avec l'observation du monde réel. Exiger qu'un mot conserve son intégrité phonétique absolue lorsqu'il est utilisé par des millions de personnes évoluant dans un autre système sonore, ça paraît relever de l'utopie, C'est même un combat perdu d'avance. voire du déni de la nature même de la communication humaine. Le langage n'est pas une relique sous cloche qu'on expose dans un musée. C'est un outil malléable, manipulé quotidiennement par les masses. L'approche descriptive, à l'inverse, se contente d'observer ce phénomène, sans le juger. La sociolinguistique nous enseigne qu'à partir du moment où une modification phonétique est adoptée par une communauté de locuteurs et qu'elle permet une compréhension mutuelle fluide, elle cesse d'être une erreur pour devenir une variante. La variante remplace l'erreur. L'adaptation, c'est le mécanisme de survie du mot dans son nouvel écosystème. L'obstination de la source à brandir le terme « wrong » révèle une forme de purisme. C'est une tentative illusoire de contrôler quelque chose qui, par essence, échappe à tout contrôle institutionnel dès lors qu'il est mis en circulation dans la rue. On décèle presque une forme d'impérialisme linguistique dans cette posture, non? Absolument. Une volonté de dicter la loi au-delà de ses propres frontières, de stipuler, en gros, notre vocabulaire peut enrichir votre langue, mais son usage reste soumis à nos conditions sonores. C'est un rapport de force. Le paradoxe étant que les locuteurs qui utilisent ces mots modifiés au quotidien ne communiquent généralement pas avec des natifs de la langue d'origine. Ils communiquent entre eux. La norme imposée par la source n'a donc souvent aucune utilité pratique pour ceux qu'elle prétend corriger. Le concept de code switching illustre parfaitement l'absurdité de cette exigence. Imposer la prononciation originale d'un mot étranger en plein milieu d'une phrase dans une autre langue, ça force le locuteur à opérer une rupture brutale dans sa fluidité. Ça coupe l'élan de la phrase. C'est un effort cognitif et musculaire qui brise le rythme naturel de la parole. Or, les locuteurs tendent instinctivement vers l'économie d'effort. L'adaptation phonétique, qui est perçue comme une faute par notre document, est en réalité une optimisation. Un raccourci naturel. Une manière de fluidifier le flux du discours. Vouloir maintenir la pureté originelle, c'est exiger un inconfort constant de la part de l'utilisateur. La tentative de figer le langage semble aussi ignorer le temps long de l'histoire linguistique. Si on regarde bien, la très grande majorité du lexique de n'importe quelle langue moderne est le résultat d'innombrables erreurs de prononciation accumulées au fil des siècles. Des siècles de déformation. Des emprunts maltraités, des déformations organiques. Ce que l'on considère aujourd'hui comme la norme classique d'une langue n'est souvent que la consolidation d'une mauvaise prononciation d'hier. Le document fige à l'instantané et tente d'arrêter le temps. La source se place à contre-courant de la dynamique évolutive. Elle pointe du doigt ce qu'elle identifie comme une dégénérescence, alors qu'elle observe, littéralement, sous microscope, le moteur même de la création linguistique. Le mouvement de la vie d'une langue. La friction entre le mot importé et l'appareil phonétique qui l'accueille génère de nouvelles formes, de nouveaux rythmes. L'erreur déclarée par le texte n'est que la première étape de la naturalisation d'un concept. Refuser cette mutation, c'est méconnaître le fait qu'une langue qui n'évolue plus, une langue qui ne se laisse plus déformer par l'usage, est une langue cliniquement morte. L'exploration de ces 6 petits mots nous amenait bien au-delà d'une simple question de correction orthophonique. Ce que la source présente comme une réprimande sur la mauvaise maîtrise d'un vocabulaire importé révèle en fait une cartographie extrêmement complexe. Une toile de fond sociologique ? Des rapports de force culturelle, de l'anxiété sociale liée au statut et de ce combat perpétuel entre la norme théorique et l'usage organique. L'accusation « you are saying wrong » s'avère être moins une leçon de linguistique qu'une tentative de résistance face à l'inévitable appropriation culturelle qui caractérise notre monde interconnecté. Et pour prolonger cette réflexion sur la friction inhérente aux échanges, il y a une perspective technologique qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Si le développement exponentiel des outils de traduction en temps réel et des intelligences artificielles génératives finit par lisser parfaitement nos interactions, En corrigeant tout en direct. voilà, en adaptant instantanément nos mots avec l'accent parfait de notre interlocuteur, ne risquons-nous pas d'effacer les cicatrices phonétiques de nos emprunts hissés ? On perdrait ainsi l'empreinte historique et profondément humaine de la manière dont nos cultures se sont rencontrées, se sont heurtées et se sont mélangées. Un effacement total de l'histoire de nos échanges, oui. Ce qui amène une dernière réflexion à méditer en silence. Si des millions de personnes se mettent à prononcer un mot mal, à quel moment cette prétendue erreur devient-elle simplement la nouvelle prononciation correcte ? Une perspective qui invite vraiment à reconsidérer la valeur même de nos imperfections de langage. La réflexion reste ouverte.
L'analyse de cette source s'achève ici, prouvant qu'il ne faut parfois qu'une poignée de mots pour soulever les questions les plus denses. Que l'esprit critique et l'envie de décrypter l'ordinaire continuent d'animer les réflexions à venir. À très bientôt.